Derrière chaque grand homme se cache une femme. La femme que nous allons rencontrer aujourd'hui illustre parfaitement ce propos. Elle a su prendre sa place sur le trône d'Égypte et son règne fut empreint de paix. La souveraine que nous allons rencontrer aujourd'hui était connue sous le nom de la première des Vénérables. La connaissez-vous? Sinon, venez avec moi à la rencontre d'Hatchepsout, 5e souverain de la 18e dynastie. Elle s'appellera Hatshepsut et elle régnera sur l'Égypte entière. Je lui donnerai ma gloire, mon autorité, ma couronne et ma divine protection. C'est ce qu'aurait déclaré Amon-Ra, dieu des dieux de l'Égypte ancienne, au sujet de cette souveraine. Elle est née en 1508 avant Jésus-Christ et est la fille unique de ses deux parents, Thoutmôsis Ier et Ahmès, grande épouse royale. Son père, comme le veut la coutume, avait d'autres épouses que sa mère, et c'est de l'une de ces unions que naquit son demi-frère, Thoutmôsis II. À la mort de son père, Thoutmôsis II monta sur le trône. Ainsi, le demi-frère d'Hatshepsut devint pharaon, mais devait légitimer son pouvoir, étant donné qu'il n'était pas l'enfant du roi et de la reine. Pour ce faire, il épousa nul autre que sa demi-sœur, Hatshepsut, qui devient grande épouse royale. Tous deux n'eurent que deux filles, Néferouré l'aînée et Méritré Hatshepsut, la seconde qui sera la grande épouse royale de Thoutmôsis III. Le pharaon, Thoutmôsis II, eut cependant, comme son père avant lui, un fils avec une épouse secondaire, une certaine Isis. Donc, son fils, Thoutmôsis II, était par extension le neveu et le demi-fils d'Hatshepsut. Rien que ça. Malheureusement pour Thoutmôsis III, Thoutmôsis II mourra jeune, vers moins 1479, avant 30 ans et après à peine 3 ans de règne, ce qui fut court. Donc le neveu et beau-fils d'Hatshepsut n'étant pas en âge de régner, c'est à elle d'assumer les fonctions royales en tant que régente. Cependant, Thoutmôsis III fut tout de même couronné pharaon de Haute et Basse-Égypte, bien qu'il n'avait que 5 ans. Hatshepsut ne s'opposa pas à ce couronnement, elle n'avait aucune raison légitime de le faire, puisque de toute façon, le peuple d'Égypte l'avait reconnue comme ayant les qualités requises pour régner et administrer le pays. En tant que régente, toujours. Et elle n'était pas toute seule pour accomplir cette tâche, elle était accompagnée de son fidèle, très fidèle conseiller royal, Senenmut. Vous verrez, il est absolument partout. Donc, avec l'aide de son conseiller royal, elle put assurer fermement la régence tout en respectant le jeune roi. Elle régnait conjointement à ses côtés. Ça ne l'empêcha pas pour autant de se donner le nom de Maat-Káré, roi de Haute et de Basse-Égypte, alors même que c'est son neveu qui fut couronné ainsi. Et elle nomma le roi, donc son neveu, Saharé, fils du soleil. Après 7 années de régence, elle fit appel au puissant culte d'Amon, et grâce à son soutien, se fit couronner elle-même pharaon. C'est la première femme à faire ça, c'est très important. La date exacte de ce couronnement est inconnue, et les raisons qui ont poussé Hatshepsut à faire cela nous est tout autant inconnues, parce qu'elle avait déjà tous les pouvoirs en tant que régente. Cependant, elle ne nous a jamais expliqué les raisons qui l'ont poussée à se couronner elle-même pharaon.
Le couronnement, venons-en, est un événement qui commence toujours par une série d'oracles. Tout est ritualisé. C'est un événement très important dans la vie des Égyptiens. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo consacrée au couronnement en Égypte ancienne, n'hésitez pas à me le dire en barre des commentaires et je vous en ferai une, c'est promis. Donc Hatshepsut, pour son couronnement, a été aidé par Senenmut, toujours le même, hein, il n'a pas changé, c'est le même. Et ils ont élaboré ensemble toutes les processions et les bénédictions qui sied à un couronnement royal digne de ce nom. Donc en gros, Hatshepsut a organisé elle-même son couronnement, comme une mariée qui organiserait son mariage. C'est vraiment super. Le petit Toutmoses III, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il devient là-dedans? Eh bien lui, le pauvre petit, il a été totalement occulté des cérémonies, tout simplement parce qu'il a déjà eu, lui, son couronnement, donc on l'a mis de côté, totalement. Donc après son couronnement, Hatshepsut a enfin toutes les prérogatives d'un roi. Ça y est, c'est officialisé, elle est pharaon. Cependant, il y a déjà un pharaon sur le trône et c'est son neveu Toutmoses III. Elle ne conteste pas les droits de Toutmoses III. Elle règne conjointement avec lui en tant que pharaon. Donc là, on a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une cohabitation. Parce qu'il y a deux pharaons au même niveau, alors que d'habitude, il y a un pharaon et une grande épouse royale. Alors que là, les deux pharaons sont au même niveau, ils ont les mêmes pouvoirs, les mêmes prérogatives, exactement la même chose. Et donc, quand il y a deux souverains sur un même trône, ce qui est d'ailleurs attesté, c'est attesté par les textes royaux parce qu'ils sont signés du nom des deux souverains. Sauf que, comme je le disais, quand il y a deux souverains sur un même trône, au bout d'un moment, il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre. Et je ne vous spoilerai rien en vous disant que c'est Hatshepsut. Mais maintenant, comment est-ce qu'elle a fait? Eh bien, pour commencer, très rapidement, après son couronnement, sur ses représentations officielles, elle préféra à ses tenues de reine les attributs de pharaon, donc à savoir le némès, le pagne court et la barbe postiche. Ces trois choses sont exclusivement réservées au pouvoir royal masculin. Et elle utilise l'imagerie de l'époque pour se montrer comme elle veut que son peuple la voie, c'est-à-dire en pharaon traditionnel. Cependant, les textes officiels parlent toujours d'Hatshepsut en utilisant le genre féminin. Durant son règne, elle s'est attelée notamment à développer le commerce et à embellir son pays. Au niveau des relations commerciales, elle supervisa elle-même une expédition au pays de Punt. Elle la finança elle-même également. Le pays de Punt serait situé, selon les égyptologues, près de la mer Rouge. Et donc de cette grande expédition, les Égyptiens ramenèrent plein de belles choses, notamment des épices exotiques, du bois d'ébène, de l'ivoire, mais aussi et surtout une trentaine d'arbres de myrrhe. L'arbre de myrrhe ne pousse pas en Égypte. C'est donc ici la première tentative de transplantation d'arbres. On retrouve également quelques arbres de myrrhe dans la cour du temple funéraire d'Hatshepsut. Cette expédition fut donc une réussite, et comme toutes les réussites, elle est racontée sur les murs du fameux temple funéraire de la souveraine, dans lequel on retrouve aussi une représentation de la reine de Punt, du nom de Iti. Elle n'a pas fait que cette expédition. En effet, Hatshepsut a aussi financé une expédition au Sinaï qui a permis l'exploitation des mines de turquoise et de cuivre,
mais également une expédition au Liban, où là, les Égyptiens ont pu rapporter beaucoup de bois de cèdre, qui est vraiment irremplaçable pour faire les navires. Et on sait combien les Égyptiens sont doués dans la navigation. Ils ont donc énormément besoin de bois de cèdre pour faire leurs navires. Au niveau de la politique étrangère, Hatshepsut se montra, de manière générale, très pacifique, exception faite pour la Nubie. En effet, elle dirigea elle-même une expédition militaire dans ce pays où elle destitua le vice-roi en place, nommé Séni, et le remplaça par un certain Inebni. Donc Hatshepsut n'a pas fait que ce genre de choses, c'était aussi une bâtisseuse. Elle entreprit de restaurer certains anciens monuments construits par ses prédécesseurs. Elle a notamment agrandi le temple de Karnak et y a ajouté un obélisque à la gloire d'Amon. En Moyenne-Égypte, elle fit aménager une grotte en l'honneur de la déesse Patchet, la déesse lionne. De nombreuses personnes associent la reine Hatshepsut à cette déesse, tant et si bien que certaines de ses représentations royales la montrent avec la crinière de la déesse lionne. À Éléphantine, elle fit construire un temple en l'honneur de Khnum et y érigea également 2 obélisques. Mais sa plus grande œuvre était la construction de son temple funéraire, nommé Der el-Bahari. La construction de ce bâtiment a pris 15 années entières, et l'homme qui a été nommé architecte sur ce chantier n'est autre que l'incontournable Senenmut. Donc, comme je vous l'ai dit, il était partout, tant et si bien qu'il y avait des rumeurs qui apparemment, si on les croit, disaient que Hatshepsut et Senenmut avaient une relation intime. Mais il n'y a rien dans les textes historiques qui prouve que cette rumeur est fondée. Donc c'est juste une petite anecdote croustillante au passage. Et donc, le temple funéraire d'Hatshepsut est dédié à Amon-Ré et comporte une série de chapelles dédiées à Ré, Anubis, Osiris, Hathor, mais également aux ancêtres royaux. Il ne faut pas les oublier quand même. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le temple funéraire de Hatshepsut, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous faire une visite guidée, parce que ce temple est vraiment une merveille archéologique, il y a plein de choses à dire. Donc du coup la vidéo risque de ne pas durer 15 minutes, mais un peu plus longtemps du coup. Donc Hatshepsut a su, comme on l'a vu, elle a su s'imposer comme souverain sur les plans militaires, économiques et culturels, comme auraient pu le faire tous les grands pharaons avant et après elle. Hatshepsut est décédée alors qu'elle était âgée d'une 50aine d'années. Apparemment, si on en croit l'examen minutieux de sa momie qui a été retrouvée en 2007, elle le serait, apparemment, elle aurait été obèse, diabétique et souffrait d'une tumeur probablement osseuse. De plus, sa mort aurait sûrement été accélérée par un abcès dentaire mal soigné. Juste à côté de la momie, on a trouvé une petite fiole, un petit flacon scellé, contenant une crème de soin pour soigner la peau. Donc ce flacon datait de 3500 ans. Et donc après analyse, on a retrouvé dedans une substance extrêmement cancérigène, c'était du benzopyrène. Il y avait du benzopyrène dans cette crème de soin.
Donc il y a de fortes chances qu'Hatshepsut se soit elle-même donné son cancer en voulant se soigner. C'est la triste histoire de tous les produits de beauté dans l'histoire. La souveraine a été enterrée dans la vallée des rois. Très important là aussi. Il y a la vallée des rois en Égypte, mais aussi la vallée des reines, où sont enterrées les grandes épouses royales. Mais Hatshepsut, étant donné qu'elle était pharaon, s'est fait enterrer dans la vallée des rois, plus exactement dans le tombeau recensé KV60. KV pour King Valley, pour Vallée des Rois, et 60 pour le numéro du tombeau se trouvant dans la Vallée des Rois. C'est comme ça qu'on les recense, pour s'y retrouver. La reine pharaon Hatshepsut a eu un règne empreint de paix, si ce n'est la petite parenthèse nubienne. Elle est parvenue, en tant que femme, à se hisser au rang de pharaon, titre réservé aux hommes. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, que derrière chaque grand homme se cache une femme, ici, ça se voit. Ça se voit sur les portraits officiels de la souveraine, parce que derrière les insignes masculins de pharaon, se cachait une femme, et pas n'importe quelle femme, une femme qui s'est distinguée de tous ses prédécesseurs par son intelligence, sa volonté et sa perspicacité. Elle est parvenue à se maintenir 22 ans au pouvoir. Son successeur sera bien évidemment Thoutmôsis III. Il mènera une campagne sporadique de damnatio memoriae. Donc c'est la pire punition historique. Ça consiste à rayer votre nom de l'histoire, en fait, purement et simplement. Donc il en a fait une à l'encontre de sa tante. Mais c'était courant, relativement courant, en Égypte ancienne, que les souverains remplaçaient le nom de leurs prédécesseurs par le leur pour s'approprier des monuments, ce genre de choses. En tout cas, et heureusement pour nous, cette damnatio memoriae ne toucha que les images et représentations très visibles et accessibles de la souveraine. Ça n'a donc pas pu permettre à Hatshepsut de disparaître de l'histoire. L'histoire se souviendra d'elle comme la première des vénérables et la première reine d'Égypte. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu, histoire que je sache si ça vous a plu. Et d'ici là, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À plus!